Bonjour à tous les participants. Bonjour. Bonjour Edition, bonjour la ministère de la Transition écologique, bonjour à tout le monde. Vous nous entendez bien? Oui. D'accord. Très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle revue des fonctionnalités concernant le logiciel Marche Courrier. Autour de la table ici un certain nombre de participants dans d'autres équipes et l'équipe de développement Marche Courrier qui est là. Aujourd'hui avec moi pour la présentation, ce sera Alex Orluc qui va interagir avec moi pour vous présenter ce qui a été développé durant les 2 dernières semaines. Et enfin, un petit scoop pour tout le monde. Vous voyez le numéro qui s'affiche en haut à droite de l'écran. C'est la prochaine version stable de Marche Courrier, la version qu'on développe aujourd'hui, la 20.03 de Marche Courrier, qui embarquera énormément de nouvelles fonctionnalités. Petit point sur les versions, du coup, les versions actuelles des logiciels. Donc aujourd'hui, c'est le tag 9 pour la 19.04, version stable de Marche Courrier, qui est paru en octobre. Il y a eu un nouveau correctif, un fixe pour la 18.10, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 12 du mois. Et enfin, le reste des versions Marche Parapher, on est toujours sur le tag 2 de Marche Parapher. Vous retrouvez toutes les annonces sur les publications de versions, sur notre GitLab et sur la Forge. Chaque fois, vous avez une nouvelle annonce. Nous allons commencer cette revue des fonctionnalités. Je vais couper les retours son pendant la démonstration et je réouvrirai les canaux à l'issue de la démonstration pour un échange autour de ce qu'on a vu. D'accord? Donc, aujourd'hui, si vous avez une remarque pendant la démonstration, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat sur laquelle on a une collaboratrice qui va interagir avec vous et recenser les questions que vous pourriez avoir au cours de la démonstration, puisqu'Alex et moi ne serons pas très disponibles pour lire ce qui se passe à l'écran. Bonjour à tous. Donc là, pour l'instant, on va commencer donc tout ce qui touche à la sécurité et les mots de passe. Donc, on va créer donc un utilisateur. D'accord. Donc, on va se connecter avec Bernard Milly, qui est administrateur fonctionnel. D'accord. Donc, je me connecte avec l'identifiant de Bélier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. D'accord. Donc, dans l'administration. Voilà, donc gestion des utilisateurs. Donc là, on va créer un utilisateur, du coup, crée-toi. Ça, au moins, ça serait moi. Avec ton adresse email. D'accord. C'est pas obligatoire. Mets-le quand même. Mets le numéro de téléphone. Pas forcément le tien personnel, mais ça sera utile pour la suite de la démonstration. D'accord, très bien. Autre chose sur les informations? Alors par contre, là plutôt pas le marche-point, mais bon voilà, donc là c'est enregistré. Donc là, à ce stade-là, anciennement, avant cette version-là, donc lorsqu'on crée un utilisateur, le mot de passe donc, qui était envoyé, qui était enregistré avec l'utilisateur était par défaut Marche, qui posait un problème de sécurité parce que du coup tout le monde pouvait, après une création, se connecter avec la personne. Voilà, il suffisait de connaître le mail et on pouvait se connecter à n'importe quel compte qui venait d'être créé. C'est ça. Donc ce qu'on a fait actuellement, c'est que lors de la création du compte, donc un mail va être envoyé à la personne concernée, donc avec l'adresse mail que tu as rentrée dans la création de son compte, pour qu'il puisse changer son mot de passe, enfin définir un mot de passe. Arriver sur l'interface de la définition du mot de passe. Très bien.
Donc là, ça c'est un mot de passe que tu veux. Rappelle-moi les règles que je veux, c'est des règles aussi définies dans l'administration. Alors, on avait montré ça il y a longtemps. On a la complexité des mots de passe avec l'administration. Réglable. Pour l'instant, je ne l'ai pas activé. Tu l'as pas activé? Non, je ne l'ai pas activé. Mais effectivement, tout ça est bien pris en compte lorsque tu définis le mot de passe. Donc là, je saisis un mot de passe volontairement très simple. Mais normalement, il est régi par toutes les règles de sécurité que l'on va retrouver dans l'administration des mots de passe. Voilà. Donc, si tu fais mot Je de peux passe... même vous le montrer si vous voulez. Voilà. Mon Dieu. C'est basique. Donc là, Et du coup, tu peux cliquer sur modifier. Voilà. Voilà. Donc là, il te redirige sur la page de login et là, tu vas pouvoir donc te connecter avec ton compte. D'accord. Il faut que je me connecte. Oui. Ça fonctionne. On verra pas parce que j'ai mis marche. Et donc voilà, donc là, du coup, ce qui implique donc pour la création de compte maintenant, effectivement, il faut donc bien paramétrer son serveur de mail pour qu'il puisse recevoir son mail. Autrement, effectivement, vous serez bloqué lors de la création du compte parce que vous ne pourrez pas vous connecter avec la personne nouvellement créée. Puisque il n'y aura pas l'envoi du mail nécessaire à la création, donc à l'activation du compte via la création du mot de passe. Donc j'ai entouré mon nom là-haut, hein, c'est juste pour montrer que c'est bien moi. Je n'existais pas avant et maintenant je vais arriver à la vie. Donc, voilà pour la création. Donc, qui découle donc de la deuxième, on va dire, fonctionnalité qui est un peu liée, c'est du coup le mot de passe oublié pour l'utilisateur. Oups, j'ai perdu mon mot de passe. Donc voilà. Je me souviens plus. Donc c'est ça. Donc si par exemple, là, tu peux te déconnecter maintenant. Donc à l'écran de connexion, donc on a un nouveau lien qui est en dessous de mot de passe, qui est mot de passe oublié. D'accord. Donc la personne n'arrive pas à se connecter. Bon, c'était un peu dommageable avant parce que du coup, il fallait du coup l'intervention d'un administrateur fonctionnel qui pouvait, ça pouvait prendre un peu de temps, etc. Donc là, la personne pourra du coup être autonome. Elle fait un mot de passe oublié. Elle va recevoir du coup par mail un lien encore une fois pour modifier son mot de passe et pouvoir le redéfinir, définir un nouveau mot de passe. Donc j'indique mon identifiant, imagine. Alors, clique déjà sur mot de passe. Et c'est là qu'il va te demander après donc ton identifiant. Donc là, on a donc un champ identifiant. Donc là, il ne faut pas se tromper parce que du coup, effectivement, il ne va pas vous dire si l'identifiant existe pour ce qui est sécurité. Bien sûr. Donc là, il faut bien effectivement faire attention quand tu tapes ton identifiant pour que tu puisses recevoir ton email correctement. Identifiant valide. Oui. D'accord. Donc là, tu fais envoyer. Et donc là, normalement, tu as reçu un mail. Donc là, la personne va pouvoir du coup entrer un nouveau mot de passe. Très bien. Donc là, je me reconnecte avec mon nouveau mot de passe. Voilà. Et donc voilà, donc là, la personne a pu débloquer donc son compte. Toute seule, sans intervention d'un administrateur via un token envoyé sur l'adresse de courriel de l'utilisateur. C'est ça. Donc ça allège le travail donc des administrateurs et du coup c'est bien plus sécurisé parce que du coup personne ne voit le mot de passe. Donc ce qui découle que avant dans l'administration des utilisateurs, on avait un bouton qui était réinitialiser le mot de passe que l'administrateur pouvait faire. Donc ça on l'a enlevé parce qu'il n'y a plus lieu d'être et en plus ça pose un problème de sécurité parce qu'encore une fois ça réinitialise la marche. Donc là globalement l'utilisateur est vraiment autonome. L'administrateur n'a pas à agir sur le compte, sur le mot de passe de l'utilisateur. Donc je rappelle, c'était une fonction qu'on trouvait ici avant. Fiche utilisateur, elle était sur la partie gauche. Voilà, et donc là, il n'y a plus cette fonctionnalité. Donc ça, on l'a enlevé. Voilà, raison de sécurité. Très bien. Donc voilà pour la partie sécurité mot de passe d'un compte utilisateur. Donc création et réinitialisation d'un mot de passe pour un compte utilisateur. Très bien. On note que ces fonctionnalités-là, ces particulières, sont financées par le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Voilà. Petite note, petit aparté.
Donc maintenant qu'on est sur cet écran, c'est très bien. Donc on va pouvoir donc enchaîner sur l'évolution des données confidentielles de l'utilisateur. Donc encore une fois, financé par je rappelle, le ministère. Voilà, l'administration des utilisateurs, en fait, à travers la visualisation de certaines informations. C'est ça. Donc, on nous avait demandé, effectivement, de pouvoir brider ou ne pas modifier certaines infos utilisateurs si un administrateur a accès à la gestion des utilisateurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté donc 2 privilèges. Donc, si on peut aller sur l'administration des groupes pour les rentrer. Par exemple. Le premier groupe, là Oui. Donc, 2 privilèges, donc dans privilège fonctionnalité. Donc, on a rajouté une rubrique tout en bas qui s'appelle donc vie privée sécurité. D'accord. Donc là, on a rajouté donc 2 privilèges. Donc modifier ou supprimer les données personnelles de l'utilisateur et voir les données personnelles de l'utilisateur. Donc le premier, en fait, modifier ou supprimer, donc ça permet de pouvoir changer les informations, on va dire, confidentielles de l'utilisateur. Et voir les données, c'est vraiment de pouvoir y accéder, en fait. C'est de dire à l'utilisateur, de l'administrateur, de dire, tu peux voir ces données-là, mais tu peux ne pas forcément les modifier, tu n'as pas l'autre privilège. D'accord, donc je peux être administrateur, avoir un certain nombre d'utilisateurs que j'administre, sans pouvoir ni modifier ou supprimer les données personnelles, voilà, ni les visualiser. C'est ça. D'accord, on a trois niveaux. Donc là, si on retourne sur l'administration utilisateur, donc là on voit que rien n'est coché. Oui. Donc si on retourne sur l'administration des utilisateurs, on prend par exemple toi-même. Je vais pas rentrer énormément dans là, mais... Oui. Donc là, le champ pour l'instant personnel, confidentiel qui a été demandé, donc c'est le numéro de téléphone. Donc là, on peut voir qu'il est grisé et du coup, il n'est pas consultable. Donc il y a des petites étoiles pour dire qu'il n'est pas visualisable. Plus également, donc on peut aussi voir que la signature, donc les signatures est grisée aussi. On ne peut pas donc accéder aux signatures de la personne. Donc je vais l'entourer ici. Hop, voilà, et ici, dans ce périmètre-là. Par contre, les informations nécessaires à l'identification, c'est-à-dire à l'accès fonctionnel à l'application, sont toujours visibles. Oui, tout à fait. Alors là, on peut voir le nom, le prénom, les initiales, l'identifiant, le courriel, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste du coup activer la partie voir les données personnelles. Très bien. Alors, on a les groupes, on était sur l'administrateur, privilèges, on a fait les fonctionnalités, et là, on va juste faire voir les données vite pour que l'écran se rafraîchisse entre chaque fois. Donc voir les données personnelles de l'utilisateur. Tu vas juste cocher. Donc là, cocher. Voilà. Celle-ci. Et donc là, on va retourner sur l'utilisateur. Donc, on va reprendre. Donc là, on va pouvoir voir donc, que le numéro de téléphone, normalement, je ne sais plus si on avait mis un numéro de téléphone. Donc, là, normalement, il devrait avoir le numéro de téléphone. Bon, effet démo. Donc le numéro de téléphone s'affiche là, mais par contre, il est toujours grisé. Donc tu ne pourras pas le modifier, tu feras toujours le consulter. D'accord. On peut voir également que l'onglet signature est déverrouillé. Donc tu peux toujours y accéder. Bon, on aurait dû peut-être en mettre avant de faire. J'en ai pas mis. On n'a pas mis. Mais là, du coup, il y aurait la liste des signatures, mais tu ne pourrais pas interagir avec. Donc, ni en supprimer, ni en modifier, etc. Visualisation, ça aura juste le listing des signatures. Donc voilà, c'était pour juste montrer un peu l'affichage, comment ça pourrait se comporter. Bon, après, il y a modifier. Bon, si effectivement tu coches modifier les données personnelles, tu pourras du coup accéder au champ numéro de téléphone et le modifier. Rapidement, le privilège, les fonctionnalités, en bas, et je modifie. Voilà. Je ne sais pas si tu retournes pas. L'interaction avec je peux modifier mais pas voir. Alors justement, c'est que là, pour l'instant, on a mis effectivement des boutons. Mais on va peut-être le changer pour pouvoir le mettre en liste déroulante, parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens de mettre modifier, de pas mettre voir, mais mettre modifier, parce que du coup, tu pourras pas les modifier de toute façon, vu que tu veux pas les voir. Donc, on va mettre une liste déroulante, effectivement, parce on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas super cohérent d'avoir des deux
Donc je retourne sur mon utilisateur. Voilà. Donc là, numéro de téléphone, tu peux maintenant interagir avec, modifier, etc. Et les signatures, du coup, tu peux maintenant en ajouter si tu en veux. Voilà. Je vais garder le au groupe. Voilà. Donc voilà pour les données confidentielles. Donc c'était surtout donc l'aspect signature et du coup numéro de téléphone en termes de confidentialité. Toutes les données qui ne sont pas liées à le fait d'accéder, de pouvoir accéder à l'application. Oui, voilà. Donc voilà pour l'aspect confidentialité. Donc maintenant, on va passer au périmètre d'affectation des groupes. Donc effectivement, on nous avait demandé, lorsqu'en fait un administrateur fonctionnel avait du coup l'administration des utilisateurs, Ouais. il nous avait demandé du coup, lorsqu'on affectait des utilisateurs à des groupes, de pouvoir du coup brider certaines affectations. Parce qu'effectivement, si quelqu'un n'était qu'administrateur utilisateur, il pouvait quand même affecter l'ensemble des groupes. Donc il pouvait, on va dire, hacker un peu l'administration et d'affecter l'ensemble des groupes à, par exemple, son propre utilisateur, et du coup avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'application. C'est-à-dire que je relève mes droits en m'affectant par voilà. le groupe administrateur, etc. Donc je deviens, donc, je fais ce que je veux après. Ce qui posait problème pour effectivement dans certains cas. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans l'administration des groupes, je reste avec Béblier. Hein. Oui, enfin, pour l'instant on va faire tout avec Béblier, ça sera plus rapide. Bien. Donc si on va sur administrateur N1, Tourne. donc on va sur les privilèges de la partie administration, droit d'administration. Donc là, on peut voir par exemple donc pour utilisateur, donc on a rajouté un petit paramètre supplémentaire qui est sur la droite. Je vais le montrer rapidement. Utilisateur, il est ici. Voilà. Et on voit une petite icône. Petite icône, paramètre. Voilà, pour pouvoir donc accéder, on va dire, aux paramètres supplémentaires lorsque l'on coche cet utilisateur. Et donc c'est à ce niveau-là, en fait, on va pouvoir donc définir quel groupe ce groupe-là, pour l'administration des utilisateurs, a le droit d'affecter. D'accord. Donc là, on peut voir que moi, j'ai juste coché donc superviseur courrier et utilisateur. Donc, ce qui veut dire que Bernard Dillet, lorsqu'il va aller sur l'administration des utilisateurs, des utilisateurs de son périmètre. Voilà. Donc là, pour l'instant, effectivement, cette fonctionnalité est intéressante si tu n'as pas l'administration des groupes, parce qu'effectivement, si tu as l'administration des groupes, tu peux tout cocher. Oui. Donc c'est vraiment pour les administrateurs qui n'ont que des périmètres restreints, par exemple l'administration des utilisateurs, etc. Donc l'administration des groupes, c'est vraiment très spécial, c'est vraiment l'administrateur, super administrateur qui devra avoir cette administration pour les groupes. Donc là, si on retourne donc sur l'administration des utilisateurs, par exemple, on va reprendre la fiche utilisateur. Ça, on ne t'a pas encore affecté de groupe et d'entité. Donc là, si on va dans l'onglet groupe, on va voir que du coup, tu n'as la possibilité que de choisir superviseur courrier ou utilisateur. D'accord. Donc vu que je n'ai pas coché l'ensemble des groupes pour l'administration N1. Donc voilà, donc ça permet, on va dire, vraiment de compartimenter plus fortement pour des administrateurs un peu N-1, d'avoir des administrations par exemple uniquement utilisateurs, par exemple par service, donc de pouvoir affecter vraiment que des rôles, on va dire agents ou voilà, des utilisateurs de l'application. D'accord. Je ne peux pas passer utilisateur fonctionnel ou autre. Voilà. Donc voilà, donc là, bien sûr, lorsque on crée un groupe, par contre, on affecte, enfin, si on coche l'utilisateur, on affecte par défaut l'ensemble des groupes pour retrouver, on va dire, l'ancienne mécanique qu'il y avait avant le développement, pour éviter effectivement de pouvoir tout le temps cliquer et tout cocher, parce que la plupart du temps, on va dire, ce comportement est plus récurrent que celui-là où on va restreindre les groupes. Donc au niveau administration, donc on a fini pour cette démonstration. Donc on va passer maintenant donc tout ce qui est l'aspect donc pièce jointe et édition de modèles. Donc sur les nouvelles interfaces développées pour la 20.03. C'est ça.
Nous avions déjà démontré un certain nombre de fonctionnalités liées à ces pages qui sont en cours de construction. Oui. Et donc là, on va aborder d'autres fonctionnalités liées à ces pages. Donc là, on va commencer par une indexation, par un enregistrement. Donc là, on va pouvoir se connecter avec Robert Renaud. R. Renaud. D'accord. R. Renaud, et on va du coup enregistrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a fait pour ce sprint-là, c'est qu'on a donc la dernière fois, on avait fait l'édition du modèle sans les variables de fusion. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a incorporé du coup les variables de fusion avec le formulaire. Donc si tu remplis ton formulaire, tu vas pouvoir les retrouver donc dans ton modèle. Alors, parce que je suppose que c'est un modèle déjà... J'ai un modèle. Bon, je n'ai pas mis toutes les données. J'ai dû mettre donc l'objet du courrier. Juste remplir ça. Mais juste l'objet du courrier. L'objet. On va pouvoir voir l'objet. C'est l'ensemble des choses comme ça. Alors, tu veux que je la fasse là, j'ai tout Paul l'identité. Jeunesse et sport. D'accord. Et donc là, tu vas pouvoir choisir un modèle. Donc là, tu vas pouvoir prendre un spontané, par exemple. Habitation. Celui-ci. D'accord. Donc là, avant l'édition du modèle, il va juste te prévenir que effectivement, donc c'est avec les champs qui étaient remplis sur la gauche qui sera fusionné dans le document. Un avertissement, parce qu'effectivement, si tu le fais avant, il va pas pouvoir fusionner ce que tu as rentré après. Donc, tu rentres d'abord tes données sur la gauche, et après tu édites ton modèle pour qu'il puisse prendre en compte du coup les informations que tu as rentrées. Sachant que si j'ai oublié de fusionner, je peux toujours recharger le modèle et refusionner à ce moment-là. Oui, tu peux faire ça aussi. Il te prévient aussi également, pour le numéro chrono, il sera en fait fusionné à la validation du document. Parce qu'effectivement, le document n'est pas encore créé, donc tu n'as pas encore de numéro chrono généré. Donc, effectivement, quand tu vas ouvrir ton modèle, tu auras encore la variable non fusionnée, ce qui est normal. Du coup, tu peux faire ça. Par contre, il ne peut pas voir le document. Non, mais bon, voilà, retour. Il y a le retour. Ce compte-là, du coup, d'accord, ok, parfait. Donc là, on peut voir du coup l'ensemble des variables de fusion qui ont été fusionnées dans le document. Donc, on peut voir juste la destination, la personne qui a fait l'enregistrement. Donc là, on peut voir du coup le référence courrier qui n'est pas fusionné, ce qui est normal, du coup, c'est le numéro chrono. Ça, c'est le chrono. Hein. Ça, c'est le chrono. L'objet aussi que tu as rentré. Et voilà, je crois que je vais les informations. D'accord. Donc là, je suis en édition, je vais modifier mon texte. Hein. Donc là, on peut voir juste la partie vide, c'est normal, c'est la partie comptable. La comptable qu'on n'a pas encore développée actuellement. Ok, donc je range le valide, hein, j'enregistre. On voit édition en cours, hein, c'est juste sur la partie suivante. Donc là, le document. tu as ton document, tu as rempli tes informations. Si tu as fini, tu peux faire donc valider. D'accord. Donc là, l'action, c'est j'enregistre, hein, c'est l'action simplement. Oui, voilà. On a les actions en bas. La notation. Et donc là, tu as enregistré ton courrier. Donc voilà, là, jeunesse et sport. Voilà. Attributaire. Donc là, si tu... Voilà, c'est bon. Et du coup, tu as enregistré ton courrier, donc ton courrier de départ a été enregistré. Voilà. Donc maintenant, effectivement, plus besoin donc de passer tout ce qui est l'aspect pied joint, où tu enregistrais d'abord tes métadonnées,
d'aller sur la pièce pièce jointe, plus édition, c'est l'édition d'un retour type de de la courrier pièce départ jointe. spontané, etc. Voilà, exactement. Donc là, ça se fait vraiment plus naturellement lorsqu'on clique sur l'indexation et que tu fais un courrier. Très fluide. Donc voilà pour la partie, on va dire, fusion des données au moment de l'indexation. Et vérification. Du coup, maintenant, on va passer à l'aspect donc pieds joints, donc enregistrement, pieds joints et consultation. D'accord. Donc là, Alors, avec quel profil? tu peux voir que tu as un courrier à traiter. Ouais. Donc si tu cliques dessus, donc là, c'est ce qu'on avait déjà présenté la dernière fois. Donc c'était un peu la, donc c'est la page de traitement. Gros fichier. J'ai mis un gros fichier. C'est bien, c'est pour voir le. Au moins ça te, voilà. Oui, pas trop. Oui. Donc là, maintenant, donc tu cliques sur l'onglet pieds joints. Donc, voilà. Donc là, c'est la première phase, on va dire, de la développement des PJ. On a fait, on va dire 90%, la mécanique, etc. Il reste encore 2-3, on va dire, aspects visuels à faire. Donc, si tu cliques sur les pieds joints, donc là, il y en a déjà quelques-unes qui ont été créées. Donc, si tu baisses, on avait du coup, là, on va dire, le projet de réponse et la réponse qui a été signée en bas. Donc, lorsqu'elle est signée, c'est en vert pour pouvoir vraiment l'avoir rapidement sous les yeux. D'accord, donc on a un code couleur associé à l'état du document, de la pièce jointe en fait. Voilà, si elle est signée ou pas. Très bien. On retrouve du coup sur la droite le statut de la pièce jointe, donc, soit à traiter, soit signée, soit gelée si elle va dans le marche parapheur. On retrouve un aspect un peu miniature, un peu visualisation de la PJ. Voilà. Et lorsqu'on clique dessus, on a effectivement donc un bouton voir le document. Pour voir le document et accéder à sa fiche pour pouvoir soit la modifier, soit la consulter. On a sur la partie droite, comme avant, des petites actions. Donc là, on voit les 3 petits points. Si tu cliques dessus, en haut à droite. En haut de là, ici, à cet endroit-là. Là, donc, voilà, donc on a toujours intégré au parapheur et intégré aux envois Beneva. Sachant que on peut voir si tu enlèves ta souris sur la PJ. Donc on a accès au numéro chrono et au type de pièce jointe. Donc sur la partie centrale. Et si tu mets ta souris sur le document, on a accès donc à l'objet et à l'état, on va dire à la date à laquelle soit le document a été créé, s'il a été modifié, la date de modification, ou si elle a été signée, la date de signature avec la personne qui a signé. Donc là, on peut voir du coup signé le 25 novembre, parce que je l'ai fait hier, par du coup Patricia Page. J'ai des infos. C'est des infos contextuelles suivant ce qui a été fait sur le document. Voilà. Pareil, bon, ça c'est un plan d'accès au-dessus, mais. Voilà, donc ça c'est juste un type de PJ. Donc on peut voir, par exemple, que sur le plan d'accès, on peut supprimer le document, parce que du coup, c'est lui qui l'a créé, et du coup c'est soumis aussi à privilège. Donc si tu as le droit de modifier tes pièces jointes, tu pourras supprimer toutes les pièces jointes d'un courrier. Si tu n'as pas ce privilège, tu pourras supprimer uniquement que les pièces jointes que tu as créées. J'insère une pièce jointe, je l'enlève. Et de plus, du coup, sur les PJ signés, on ne peut pas le supprimer directement. Donc là, on peut voir qu'on n'a accès qu'au document. Très bien, oui, on n'a pas les mêmes fonctionnalités, effectivement. Voilà. En fonction de la nature de la pièce jointe. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va voir le document de la réponse. Oui. Du coup, bon, normalement, on a le document qui a été fait. Donc, effectivement, il y a eu un petit problème parce qu'on n'a pas encore effectivement l'implémentation de marche parapheur courrier. Et, on ne peut pas encore y accéder vu qu'on est en train de faire des développements. J'ai fait un peu manuellement, mais du coup, là, ce qu'on a sur cette fiche de visualisation, on va retrouver donc la pièce jointe signée. Donc, si tu accèdes au document, effectivement, c'est la première chose que tu verras, la réponse signée. À côté de l'onglet, on peut voir donc en bleu la pièce jointe qui n'a pas été signée, donc la version, on va dire, originale de ton projet de réponse. Et sur la partie gauche, donc le document principal, si tu as envie de le consulter pendant que tu regardes tes
Tu peux y aller, non? C'est implémenté ou pas? Oui, normalement, document principal, ça doit fonctionner. Bah, il va reprendre du coup Oui, il me la pièce jointe derrière, c'est ça. Du coup, tu as la pièce jointe sur normalement, c'est la pièce jointe à droite. À droite. Le pièce jointe. Ça? Non. Ça? Donc ça, c'est donc ton projet de réponse. Oui. Parce qu'à savoir que avant, effectivement, on avait donc tout en vrac, le projet de réponse, la réponse signée, si tu l'avais signée, du coup, tu avais ton projet de réponse et une autre pièce jointe qui était la réponse signée. Donc à la fin, c'était un peu fouillé, on n'arrivait pas un peu à retrouver ce qui a été signé par rapport à quel projet de réponse, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant, si tu as signé une pièce jointe, donc en fait, en gros, ta pièce jointe initiale va, entre guillemets, disparaître de la liste pour vraiment mettre en avant la réponse signée. Si après, tu as envie de consulter cette pièce jointe, tu peux du coup faire voir le document de la réponse signée et retrouver du coup, en tant qu'onglet, tout regrouper à un seul endroit, donc les réponses signées, les pièces jointes, et également aussi, j'en ai pas fait là actuellement, les réponses versionnées, enfin les projets de réponse versionnés, si tu as fait des nouvelles versions de projets de réponse. Donc là, à ce niveau-là, tu peux supprimer la version signée si tu as envie, et après, effectivement, supprimer ton projet de réponse si tu as envie. Donc il faut faire dans cette étape-là pour éviter voilà, de perdre les réponses signées. D'abord, supprimer ton projet de réponse, ta version signée, et après ton projet de réponse si tu as envie de... D'accord. Donc là, on retrouve bien sûr toutes les métadonnées liées aux pièces jointes, donc le statut, le type de pièce jointe, l'objet, bon, le conseil qui n'a pas été implémenté, la date de signature et d'autres informations qui sont un peu plus cachées parce que du coup ça faisait beaucoup d'informations. Donc ça c'est des informations optionnelles subsidiaires comme la date de création, modification, les versions, etc. La date attendue. On a la possibilité toujours d'exporter dans d'autres onglets, dans un autre onglet, la pièce jointe, pour éviter, je sais pas, pour peut-être la consulter de l'autre côté. D'accord. À droite. L'autre icône. Celui-ci là? Voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, j'exporte, c'est l'ouverture dans un nouvel onglet de la pièce. Si on veut juste le garder quelque part, exactement, voilà. En fonction de PDF. Garder comme ça. Très bien. Donc je garde maintenant. Le téléchargement. Le téléchargement du fichier original. Donc là, si tu fais celui-là, tu vas télécharger du coup l'ODT qui a été généré et pas la version PDF qui est affichée ici. Et donc, information, bon ça, c'était juste pour cacher le panneau. D'accord. Donc voilà pour l'aspect consultation. Donc là, actuellement, donc on a vraiment, on va dire, un agglomérat vraiment de toutes les informations concernant l'APJ créée. Le projet de réponse en lui-même, la réponse signée s'il y en a une, et les versions qui ont été créées, plus les métadonnées. Pour savoir vraiment un aspect global d'un seul coup de voilà, concernant les mécanismes et les privilèges qui font que j'ai le droit de modifier, j'ai le droit de supprimer, d'ajouter des pièces jointes. Bah, du coup, là, on va faire donc un ajout du pièce jointe. Ça a été implémenté. Donc, si tu vas tout en haut, on a juste le bouton ajouter une pièce jointe. Tu remontes. Je remonte ici, je vais là. Voilà. OK. Et donc là, on a donc l'interface de création de pièces jointes. Donc, un type. Donc là, voilà le type. Donc on a tous les types avec un filtre. Si tu veux chercher plus rapidement, si on a trop de types. Donc on va rentrer en réponse. D'accord. Ensuite. Donc l'objet, bah, comme précédemment, donc l'objet qui est repris de l'objet du courrier. Je peux très bien changer si tu as envie. Pour le contact, pour l'instant, ça ne marche pas. La date de retour attendue, si tu as envie d'en mettre une. Voilà. Et donc, sur la partie droite, tu vas pouvoir donc choisir un modèle en fonction du type que tu as rentré. Donc là, si tu cliques dessus, normalement, tu as donc le modèle, juste uniquement les modèles pour les réponses. D'accord. Le filtré ou la porte d'afficher. D'habitude, ou le glisser-déposer, on a la même mécanique. On a la même mécanique, tout à fait.
Donc là, tu peux faire apparaître une réponse générique. Donc encore une fois, un petit message pour dire que les informations sur la gauche seront remplies au moment de la fusion avec une modèle. Et donc là, la même mécanique, donc on a effectivement les informations donc, du courrier auquel la PJ est liée, l'objet que tu as rentré. Bon, ça c'est l'objet parce que, donc là tu l'as modifié, l'objet, sauf que moi j'ai mis dans le variable de fusion donc l'objet du courrier. Oui, c'est pour ça que, ça n'a pas marché à ce niveau-là. Le référence courrier, donc comme la mécanique d'indexation, qui est fusionnée qu'après validation de la pièce jointe. Oui, puisque là on trouve. Là on retrouve toujours la variable de fusion brute. Voilà, et tu peux du coup finir l'édition. Voilà. Donc là, on peut voir que sur l'onglet PJ numéro 1, donc elle est passée en vert. Parce qu'effectivement, on peut faire effectivement des multi-pièces jointes. Si tu fais nouvelle pièce jointe, en fait, en cliquant sur le bouton, tu vas pouvoir donc ajouter un nouvel onglet pour pouvoir mettre une nouvelle pièce jointe, en fait. D'accord. Alors, ici. Voilà, ici, tu peux du coup ajouter donc un nouvel onglet PJ numéro 2 et pouvoir du coup en ajouter comme ça à la chaîne. Voilà, avant de valider. Avec le mécanisme, le même mécanisme à chaque fois. C'est ça, le même mécanisme. C'est ça. Donc là, pour le test, on va en faire. Je vais très vite, on glisser déposer, par exemple. J'ai ça à côté, je glisse c'est pièce jointe. Pour l'instant, on va en faire qu'une pour le test. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste aller sur l'onglet PJ numéro 2 et tu vas faire du coup enlever la pièce jointe. D'accord. En dessous de nouvelles pièces jointes. Du coup, là, tu es revenu à juste une pièce jointe. D'accord, un seul onglet. Et tu vas pouvoir, du coup, valider ta pièce jointe. Donc, valider, bouton du bas, je valide. Et donc là, si tu consultes le document, on va pouvoir, du coup... Tu veux que je consulte la première pièce jointe, hein? Voilà, tu fais voir le document. Très bien. Et du coup, là, on voit, du coup, là, cette fois-ci, que le chrono a été fusionné après validation. D'accord, donc c'était, voilà. C'était ici, tout à l'heure, on avait la variable de fusion entre crochets. Voilà. Et à la suite de la validation de la pièce jointe, j'ai la fusion qui est faite avec le chrono réserve. Voilà, c'est ça. Que la pièce jointe modifiée. Donc là, on a créé notre pièce jointe. Donc justement, là, on est sur la partie, donc, on va dire, interface de modification, consultation de la pièce jointe. Donc à ce niveau-là, tu vas pouvoir donc interagir avec le champ, soit changer le type, l'objet, etc., ou rééditer donc ton document. Donc là, on peut voir sur la partie PDF, on a un bouton tout à droite et donc éditer le document. D'accord. Donc tu vas pouvoir donc éditer comme ça en cliquant dessus. D'accord. Je l'édite, c'est parti. C'est LibreOffice. Je partage. Je l'écran, donc j'ajoute un item. Ligne de texte. J'enregistre. Voilà, donc là, à ce niveau-là, donc tu as modifié ton document. Donc tu as deux possibilités. Soit tu as un bouton modifier, qui va modifier du coup la pièce jointe sans créer une nouvelle version, ou tu as le bouton nouvelle version qui va te créer une nouvelle version du document. Donc là, on va faire la deuxième possibilité, on va faire une nouvelle version par exemple. Donc voilà, donc là je valide. Je valide nouvelle version. Nouvelle version, c'est parti. Donc après, là, on est encore en deuxième phase, quand on a un peu réfléchi. Peut-être que l'interface va évoluer, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore, enfin, on trouve peut-être pas forcément naturelles. Et pour l'instant, c'est comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir le document, on va reconsulter le document. Donc là, on voit version 2 qui est apparue sur la liste, tout en haut à droite. Donc là, si tu fais voir le document, donc là, on voit donc la dernière version de la pièce jointe, donc, que tu as modifiée. Mais tu peux du coup, avec l'onglet de tout à droite, tu remontes un peu. Sur le document. Je remonte sur le document. Scroll. Voilà.
Donc là, tu as un onglet pièce jointe version 1 qui a été ajouté. Donc là, tu vas pouvoir donc consulter ton ancienne version que tu as fait. Donc la pièce jointe, c'était la nouvelle version que je venais de créer. Là, voilà. ici. Et la version 1, c'est l'ancienne version que tu avais initialement. L'ancienne version de la pièce. Voilà. Son évolution. Donc voilà, comme ça, tu as vraiment l'ensemble des pièces jointes pour ce chrono-là. On a pièce jointe, parce que ton document principal, décidément, il est très lourd. Ah, faut travailler. Et du coup, bien sûr, donc le bouton modifier est toujours présent pour pouvoir du coup modifier uniquement les métadonnées. Métadonnées ici que je vais éditer, oui. Voilà, c'est ça. Et la nouvelle version, en fait, est activée uniquement si tu as modifié comme précédemment, comme l'ancienne, comme avant, le document. Quand tu as modifié le document. C'est ça. C'est ici, hein, j'ai toujours on l'a montré tout à l'heure, hein, la possibilité d'éditer. C'est ça. Et de créer une nouvelle version. Et donc là, si tu modifies l'objet, tu fais modifier, tu auras du coup juste la modification des métadonnées sans version. Voilà. Donc là, on peut voir JDS2. Et donc là, on a du coup, on voit bien qu'il a modifié il y a quelques secondes par Robert Renaud lorsque tu es quand tu es sur la liste des pièces jointes. Et du coup, on arrive à la fin de la démonstration. C'était le nouvel onglet pièce jointe, mécanisme, par des réglages. Au niveau, effectivement, au niveau de l'interface, c'est encore 2-3 améliorations, mais la mécanique est présente. Voilà, c'est la mécanique de ces pièces jointes. Donc, ça s'insère dans l'onglet de la page de traitement, hein, qu'on avait vu, nouvelles interfaces de page de traitement. Qui est aussi également, bien sûr, disponible dans la liste de résultats. Détachable. Je peux le détacher, hein, tu peux toujours détacher le document. Donc là, je détache, hein, comme on a montré, pour pouvoir consulter d'autres onglets, tout en ayant, par exemple, ici les pièces jointes, avec les fonctionnalités qui sont toujours présentes. Voilà. Plus, on l'avait montré lors des annotations la première fois. Et là, on vous le montre à propos des pièces jointes. Merci Alex pour ces démonstrations au pluriel, hein, puisqu'on a eu, ça a été assez riche. Nous avons vu pas mal de fonctionnalités, notamment tout ce qui a trait à la création d'utilisateurs, l'envoi de jetons pour créer son mot de passe, donc plus de mot de passe par défaut. Ensuite, la fonctionnalité pour retrouver son mot de passe, mot de passe perdu, mot de passe oublié. On a vu la possibilité aussi de voir, modifier ou ne pas voir certaines informations de la sphère privée d'un utilisateur, ou de la sphère RGPD, on va dire, d'un utilisateur. La possibilité aussi de déléguer à un administrateur de ne pas lui permettre d'assigner certains groupes, voilà, à travers une mécanique de groupe. Ensuite, on a vu sur la page d'indexation la fusion des variables, avec la fusion au dernier moment du chrono, la fusion des variables, hein, donc positionnées dans son modèle de doc. On a vu les mécanismes de pièces jointes, donc l'ajout, le traitement de nouvelles versions, la modification de pièces jointes, l'édition. Donc tout un certain nombre de fonctionnalités qui seront présentes en 20.03 de marche courrier. Alors juste peut-être, effectivement, peut-être montrer les contacts du coup. Du coup, j'ai pu faire quelque chose. Ah, dernière minute, un bonus. Oui, parce qu'effectivement, comme on n'avait pas les contacts, encore une fois, j'ai dû faire quelques... Alors, voilà, guide-moi. Oui, juste une dernière petite chose sur le... Connecte-toi avec R. Renaud. Rapidement. Donc effectivement, pour les contacts, donc si tu vas sur les courriers à traiter... D'accord, ici, hein, j'en ai un. Voilà. Donc là, on peut voir donc Marche qui est sur le petit bandeau. Ouais, ici, là. Voilà. Donc là, maintenant, il est cliquable. Et donc, en fait, bon, pour l'instant, c'est en dur, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas encore les contacts, et du coup, on a dû faire les affichages en dur. Oui, parce que c'est la base. Effectivement, c'est pas très cohérent avec ce qui est affiché. C'est normal, du coup.
Donc là, attends, reclique sur Marche, et du coup, effectivement, donc là, on aura ce genre d'affichage. Donc, avec les informations, donc le nom et le prénom, contact, sa société, son adresse mail et son numéro, et à la fin, donc, l'adresse complète du contact. C'est un multi-contact, ça. Enfin, c'est un multi-contact, oui, j'ai fait en sorte, oui, effectivement, que c'est un multi-contact. Et donc, on a juste rajouté une petite fonctionnalité plutôt sympathique. Lorsque tu cliques sur l'adresse, en fait, on va pouvoir donc ouvrir, donc si tu cliques sur l'adresse, directement donc la map, donc pour l'instant on fait Google Maps, et pouvoir du coup directement voir l'adresse disponible sur une carte. Donc, bien sûr, si on a Internet, si tu n'as pas Internet, là ça ne marchera pas. Donc voilà, donc on a juste du coup mis on va dire en carte contact pour que l'information puisse être plus visible de ce qu'il y avait avant. Alors, ainsi se termine cette revue des fonctionnalités. La prochaine démonstration aura lieu le mardi 10 décembre à 10 h, toujours le même horaire. On fera un peu plus, on en verra un petit peu avant, là, on a eu un petit peu de retard sur les invitations, là, on les envoie un peu au dernier moment. On va retrouver un rythme normal pour l'envoi des invitations. Donc, prochaine revue des fonctionnalités, le mardi 10. Retrouvez-nous, on va publier, puisqu'on a certains de nos clients qui ne peuvent pas assister en direct, donc ils nous retrouvent en différé, et nous publions en fait l'intégralité de cette revue, avec des petites coupures, des petits aménagements, sur notre chaîne Marche. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, idem à toute l'équipe. Merci à vous. On vous retrouve rapidement. Donc, toutes les questions peuvent être via la Forge Marche. On peut interagir aussi sur ce que vous avez vu ici. D'accord? Donc, la Forge sert aussi à ça pour cette version, donc qui est maintenant, qui porte un numéro qui a été baptisé, donc la 2003. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.